Bienvenue dans En cas de tracas, le podcast où l'on parle alimentation émotionnelle. Vous savez, c'est ce moment où après une journée stressante, vous ouvrez le placard et finissez un paquet de gâteaux. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose d'explorer les liens complexes entre vos émotions, votre alimentation, votre corps et votre santé mentale. Dans ce podcast, vous découvrirez des récits touchants, des outils pratiques, des discussions enrichissantes pour vous aider à tisser une relation sereine avec la nourriture et avec vous-même. Votre alimentation est un langage. Apprenons à le décoder ensemble pour mieux vous comprendre. Et au fait, moi, c'est Julie Rojon, autrice du livre Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle, thérapeute et formatrice. J'accompagne des personnes qui souhaitent transformer leur rapport à l'alimentation et forme des professionnels à intervenir sur ces thématiques. Maintenant, c'est parti, place à l'épisode. Il y a des émotions qui parlent trop fort, des êtres qui ressentent intensément, et dans ce tourbillon, la nourriture devient parfois un murmure et parfois un cri. Quand on est hypersensible, notre rapport à l'alimentation peut se tendre, sourire, craquer, sans qu'on comprenne toujours pourquoi. On culpabilise, on se cache, on croit qu'on n'en fait pas assez, qu'on ressent tout trop fort. Mon invitée aujourd'hui connaît bien ce chemin. Macha Zaba, fondatrice de Boule de Vie, aide depuis 2018 celles et ceux qui souffrent de boulimie, d'addiction alimentaire, d'une sensibilité profonde à s'en affranchir pour vivre librement. Et elle m'accompagne aujourd'hui dans cette envie, explorer ensemble ce que vivre intensément fait à notre rapport à la nourriture et comment on peut apprendre à apprivoiser ce fonctionnement sereinement. Alors bienvenue dans En cas de tracas, prenez une grande inspiration et on y va. Alors Macha, tu accompagnes entre autres des personnes très sensibles, souvent hypersensibles, qui vivent un rapport compliqué avec la nourriture. Alors, j'aimerais qu'on commence cette conversation avec un petit arrêt sur image, parce que derrière ces mots d'hypersensibilité, de haute sensibilité, de sensibilité accrue, eh bien, on met parfois des choses qui sont très différentes et chacun d'entre nous y projette son vécu, sa propre compréhension, ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu. Alors pour moi, la haute sensibilité, c'est d'abord ce sentiment qu'on peut ressentir de décalage avec la société, avec les personnes qui nous entourent. Ce ressenti qui est finalement de trop, c'est trop pour eux, on est trop empathique, trop impacté par ce que vivent les autres. Et l'hypersensibilité, de ce que j'en comprends jusqu'à aujourd'hui, eh bien pour moi c'est une hyperesthésie des sens. Tout est plus fort, tout est plus intense, le goût, les sons, les odeurs, les ambiances, et tout ça est combiné avec une hyper-émotivité qui est douloureuse et qui va rendre finalement chacune de nos expériences plus chargées et plus difficiles à réguler. Et je serais curieuse justement d'avoir ta définition à toi, ton regard, ton vécu professionnel aussi sur cette sensibilité qui est particulière. Alors Macha, comment est-ce que tu définirais l'hypersensibilité? Merci pour ta question, Julie, et merci. Je suis très contente d'être là. Moi, si je pars, en fait, j'aime bien parler des personnes hautement sensibles, tu vois, plutôt que du concept. Et ce que je peux voir chez les personnes qu'on peut qualifier d'hautement sensibles ou hypersensibles, c'est vraiment cette manière singulière d'être au monde. C'est une manière à part d'être au monde et avec au-delà de tout ce que tu as nommé, une perception vraiment fine, en fait, de ce qui se joue dans le monde, dans les dynamiques humaines. Tu vois, c'est pas juste, une hyper-émotivité, c'est pas juste des hyper-sensations, mais c'est vraiment une structure de pensée aussi qui est quand même assez atypique. Et puis, ce que j'aime bien voir aussi, c'est que souvent, c'est pas: «Je suis hypersensible» ou «Je le suis pas», mais on en parle en termes de continuum, c'est-à-dire sur cette espèce de ligne de la sensibilité, je peux me trouver, voilà, très très à l'extrémité où effectivement j'ai une perception particulièrement, aiguë, aiguisée et fine par rapport à quelqu'un qui va pouvoir traverser la vie en étant peut-être effectivement moins poreux à l'extérieur, moins poreux à l'environnement. Mais, je pense qu'on va revenir sur tout ça, dans les questions suivantes, parce qu'il me semble important de distinguer aussi, l'hyperémotivité, l'hyperstimulation sensorielle de, voilà, la haute sensibilité. Mais en tout cas, pour moi, la porte d'entrée, c'est vraiment cette vision du monde qui va faire que, par exemple, on va, avoir cette sensation d'indignation face à l'absurdité, voir des choses qui, pour les autres, sont pas forcément importantes, ne pas supporter des situations, tu vois? Ne pas supporter l'injustice
Pour moi, tout ça, en fait, c'est plutôt ça qui va définir la haute sensibilité, ou en tout cas être un indice. Et tu as dit quelque chose que je trouvais très intéressant finalement dans la définition que tu as donnée de cette façon singulière d'être au monde. C'est aussi un système de pensée qui est particulier. Comment est-ce que Oui. tu pourrais le définir, ce système de pensée qui finalement est à la genèse de la façon dont on va ressentir nos émotions, puisque c'est mon interprétation de la réalité qui génère mes émotions. Oui. Alors, en fait, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est pas forcément un système de pensée unique, bien sûr, parce que quand je regarde toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu échanger dans mon travail, elles n'ont pas forcément un système de pensée uniforme, mais il va vraiment y avoir ce souci de l'extérieur qui est pas juste de la suradaptation. Ce besoin de cohérence, ce besoin d'intégrité, ce besoin d'harmonie. Peut-être j'ouvre déjà une parenthèse, mais qui peut aussi être le résultat de traumatismes qui ont été vécus, en fait, et qui font qu'on tolère pas, tu vois, on peut ne pas tolérer l'incohérence parce qu'on a été dans un environnement incohérent. Donc ça ouvre toujours des débats sur est-ce que la haute sensibilité est génétique ou traumatique ou blablabla mais bon, Elle est multifactorielle, voilà, elle est manifestement. multifactorielle. Et puis moi vraiment ce que j'aime souvent dire, c'est quelque part, je rentre assez peu dans les débats. Je regarde comment la personne se vit, et si la personne se sent trop, si la personne se sent hyper ou se sent décalée et qu'elle se reconnaît dans la haute sensibilité, il y a pas besoin de rentrer après dans des questions qui, pour moi, concernent plutôt les chercheurs mais qu'on peu d'intérêt clinique à mon sens. Mais du coup, voilà, sans qu'il y ait un système de pensée uniforme, ce que je vois vraiment, c'est un souci de l'autre, un souci du monde. C'est des personnes qui peuvent pas juste faire leur vie comme si, qui peuvent pas passer à côté de quelque chose sans prêter attention à comment les autres se sentent, sans se sentir indignés d'une injustice, c'est des personnes qui ont un grand cœur, en fait, aussi, tout simplement, tu vois? Mmh. Et parfois, évidemment, ça joue des tours. Mais oui, il y a quelque chose de vraiment comme ça. Et puis une capacité à percevoir du subtil, tu vois? Mmh. À Oui, à percevoir capter au-delà des des apparences. informations. Mmh. Voilà. Mmh. Et ça, c'est un système nerveux, en fait, très sensible et très aiguisé. À capter des choses qui ne se voient pas, qui ne se disent pas. Et plus on a vécu aussi des traumas et plus souvent on développe, j'ai envie de dire, malheureusement, des super pouvoirs autour de ça, mais ça peut être lié. Bien sûr. Et comme tu dis, du coup, enfin, cette sensibilité, cette haute sensibilité, cette hypersensibilité peut venir de plein de facteurs différents et singulières, hein. Il y a une définition finalement clinique par individu. Et on entend quand même de plus en plus parler de ce sujet-là. Alors, à chaque fois que j'évoque, tu vois, l'hypersensibilité, je vois des personnes qui rigolent, qui peuvent lever les yeux au ciel comme si c'était un énième concept pompeux et puis un peu fourre-tout. Et finalement, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que il y aurait une augmentation du nombre de personnes qui ont une sensibilité qu'on pourrait qualifier de hors norme? Ou est-ce que c'est notre contexte de vie, d'occidentaux, couplé au contexte géopolitique et écologique qui sont relativement, anxiogènes, qui pourrait marquer un changement? Qu'en est-il à ton avis? Alors, je partage juste évidemment mon humble opinion, mais déjà, la haute sensibilité n'est pas nouvelle, c'est pas contemporain. Si par exemple, sur le plan purement, animal, si on regarde les travaux du docteur Hélène Aron, qui est quand même vraiment un des piliers, un des précurseurs de la recherche, elle définit la haute sensibilité vraiment comme un ensemble de facteurs génétiques, enfin physiologiques, neuronaux avec lesquels on naît. Et donc elle voit de la haute sensibilité chez d'autres espèces que l'humain, déjà. Donc a priori, c'est pas un phénomène de mode. Après voilà, il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ces travaux, peu importe, mais c'est un angle intéressant. Après, quand on lit certains auteurs, je pense notamment quand même à Flaubert, quand on parle de haute sensibilité, on voit toujours des citations de Flaubert, l'écorché vif. Flaubert ne vit pas en zone urbaine aujourd'hui, et pourtant, il exprime, ou la littérature romantique, on voit des expressions de grande sensibilité, de grande finesse, tu vois, voilà, la littérature, et même avant, en fait, même dans des ouvrages antiques, on peut voir très bien un auteur qui a ce regard particulier. Donc, pour moi, il y a pas, c'est pas forcément contemporain. En revanche, évidemment, l'environnement, et notamment urbain,
et aussi l'accès à l'information qui crée de l'anxiété, les réseaux sociaux qui nous donnent accès à des choses auxquelles on n'est pas censé avoir accès, cette surcharge en fait cognitive et sensorielle va exacerber de la dérégulation, mais c'est pas ça qui a créé la haute sensibilité. Et après moi je crois pas du tout qu'il y a un phénomène de mode. Je trouve que les gens qui jugent, qui lèvent les yeux au ciel, en fait, c'est juste des gens qui sont pas concernés, qui savent pas ce que c'est que de vivre ce décalage parce que c'est pas des mots. Derrière, c'est des gens qui vivent chaque jour dans un corps, qui ont une expérience, tu vois, de décalage, de se sentir trop, de se sentir pas assez, de se sentir extraterrestre. C'est pas juste du lexique. Et donc, s'il y en a qui ont envie de débattre sur si ça existe ou pas, moi je rentre plus du tout là-dedans, je parle plus du concept hypersensibilité. Par contre, il est possible, comme ça se voit à plein d'autres niveaux et tu parlais par exemple, des conditions neuroatypiques ou des troubles développementaux, enfin, qu'en fait tout simplement comme les langues se délient, comme il y a des canaux d'expression et de partage qui n'existaient pas, ne serait-ce qu'il y a 10 ans ou 20 ans, et ben, on a l'impression que ça y est, tout le monde en parle, on fait des émissions, on a l'impression que tout le monde en parle parce qu'une personne a été invitée, elle en parle et du coup tout le monde se reconnaît dedans. Je pense que ça rend juste visible quelque chose qui existe en fait. Comme les TCA finalement, on dit oui, il y a une explosion des TCA. Je suis pas certaine qu'il y ait une explosion des TCA, il y a probablement une explosion de possibilités d'en parler en fait. Et ce que j'entends, c'est que finalement, cette haute sensibilité, elle a toujours existé. Pour toi, c'est pas nécessairement nouveau puisqu'on le voit à travers les siècles avec notamment les écrits qui restent. Mais ce qui peut éventuellement changer, c'est l'accès à l'information. Donc aujourd'hui, on en parle, on en entend et on en entend beaucoup parler. Et c'est là on peut avoir l'impression que c'est un phénomène de mode. En réalité, il y a peut-être aussi l'expression de cette haute sensibilité puisque les personnes jugées très sensibles peuvent être heurtées avec la société dans laquelle on vit, des zones qui sont très urbaines, beaucoup de relations interpersonnelles qui peuvent être violentes. On est quand même dans un monde qui est très particulier et très anxiogène. Et c'est là où finalement on peut peut-être plus en entendre parler puisque cette sensibilité devient douloureuse. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, si tu veux, bon là je dis des choses que j'invente pas, qui se savent, mais on n'est pas fait pour absorber l'information du monde entier en continu et pour se prendre dans la figure des faits divers sordides ou des enjeux géopolitiques sur lesquels on n'a aucune prise. Parce qu'en fait déjà dans notre quotidien, je pense que chacun a son lot de difficultés, d'enjeux, de challenges, de traumas, de machin. Déjà pour un humain qui est à peu près en sécurité et qui est pas trop sensible, c'est éprouvant. Mais une personne hautement sensible, pour moi, elle doit absolument, je suis un peu la directive quand je dis ça, mais si elle veut tenir le coup, à mon sens, il est très important qu'elle se protège à tout prix de cette hyperstimulation parce que c'est pas, on n'est pas calibré pour recevoir tout ça. Donc forcément, une personne hautement sensible, c'est 1000 fois pire encore. Bien sûr. Et il y a 100 ans, les nouvelles arrivaient avec des journaux qui étaient peut-être lus une fois par semaine, avec un décalage de plusieurs semaines sur l'information. On n'est pas du tout dans le même monde, bien Et évidemment. puis, pardon, je me permets aussi de dire qu'aujourd'hui, il y a l'aspect graphique, il y a l'aspect, intrusif, enfin, tu vois? C'est-à-dire que c'est pas juste qu'on a des nouvelles et qu'on les imagine et des nouvelles comme quand même localement contenues. Quand on parlait de guerre, par exemple, il y a plusieurs dizaines d'années, on pouvait se faire une idée de la guerre si on n'était pas sur un terrain de guerre, on pouvait avoir son vécu de la guerre. Aujourd'hui, on assiste, parfois malgré soi, on voit des images tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, c'est pour le cerveau et le système nerveux, c'est C'est forcément terrible. too much. Ouais. Bien sûr. Et toi, tu considères, dans ta pratique, l'hypersensibilité sensorielle et émotionnelle comme un dénominateur commun chez beaucoup de personnes qui sont boulimiques? Donc, on parlait tout à l'heure, tu avais évoqué les TCA, donc qui peuvent souffrir de troubles des conduites, alimentaires et je peux que abonder dans ce sens puisque moi aussi, bah, c'est le constat empirique, clinique que je fais lors de mes séances et que, j'enseigne dans ma formation. D'après toi, comment est-ce que cette sensibilité forte peut se rejouer au cœur des troubles alimentaires? Alors moi, j'ai adoré effectivement, réfléchir à cette question dans ma pratique parce que en fait, pour moi, le trouble alimentaire et donc quand je parle de trouble alimentaire, j'ai travaillé et je travaille surtout avec des personnes qui sont dans la boulimie ou l'hyperphagie, donc ou en tout cas qui ont des épisodes de crise, de compulsion. Je le traite pas comme un trouble isolé, mais vraiment comme l'expression d'un corps
qui n'arrivent pas à trouver d'autres moyens de dire: «J'en peux plus. Là, faut que ça s'arrête, il me faut une pause». Et pour moi, c'est juste ces troubles sont le reflet de la relation qu'on a avec soi-même et avec le monde et avec les autres. Mais pas de manière symbolique, hein, de manière très très terre à terre, très concrète. Et je partage tout à fait ton constat de hyper, sensorialité, hyperesthésie, donc une capacité vraiment, accrue à sentir, mais du coup aussi à sentir des choses qu'on n'a pas envie de sentir. Une hyper-émotivité, et c'est là où ça me permet de faire un peu la distinction dans ce fameux fourre-tout là. C'est que en fait, on peut tout à fait être hautement sensible et ne pas être hyper émotif et ne pas être dans une hyper, stimulation, à condition qu'on accepte cette haute sensibilité, qu'on prenne soin. C'est-à-dire que concrètement, on mette en place des choses pour faire attention à soi. On parlait des nouvelles, par exemple. Moi, je ne suis pas les nouvelles. Parce que sinon, je vais forcément devenir hyper émotive, dérégulée, etc. Donc, effectivement, ce que je vois dans ma pratique, ce sont des personnes dérégulées, dont le système nerveux est en mode survie, qui vivent une insécurité chronique, parfois depuis qu'elles sont toutes petites. Et du coup, la boulimie, l'hyperphagie ou enfin, les troubles alimentaires qui vont venir apporter cette décharge, ce fusible qui saute, sont vraiment le moyen de régulation le plus puissant que le corps ait trouvé jusqu'à autre chose, pour apaiser en fait l'ensemble. Je sais pas si je réponds à ta question. Si, tu réponds et c'est finalement comment est-ce que cette, haute sensibilité, cette hypersensibilité, je sais plus quel terme employer, mais finalement se situe au cœur des troubles alimentaires. Quand on parle de troubles alimentaires où on va, combler, où on va manger avec des pulsions, des compulsions et qu'on va chercher cet effet sédatif, on débranche complètement le cerveau et finalement, eh bien, c'est un peu l'effet domino, le fait d'aller se nourrir, d'aller manger malgré soi, même si ça génère de la souffrance, est en fait une réaction adaptative qui est dysfonctionnelle, mais qui est à ce moment-là nécessaire parce que le système nerveux va exploser comme une cocotte minute. Et moi, je vais même être un peu provoque, pardon, hein, mais pour moi, c'est pas dysfonctionnel, c'est hyper sophistiqué. Et je pense qu'on est d'accord, hein. Hyper sophistiqué, hyper sage. Par contre, le truc, c'est que comme on a une vision souvent isolée du symptôme et qu'on veut pas forcément voir l'ensemble, et quand je parle de l'ensemble, c'est même la société, hein, même le contexte, tout ce dont on parlait, le système relationnel, les traumas du passé, parfois les traumas intergénérationnels, enfin parfois les traumas collectifs. C'est-à-dire qu'il y a tout un champ derrière. Comme on isole le symptôme, on peut être dans cette optique de je veux juste me débarrasser de ça et ne toucher à rien d'autre. Mais en fait, c'est une réponse extrêmement sage. Par contre, je comprends bien parce que moi-même j'ai été dans la boulimie et l'hyperphagie pendant plus de 20 ans. C'est atroce à vivre, mais il y a un sens vraiment profond, et quand on y pense, le système nerveux, il va toujours au plus efficace, tu vois? Donc c'est vraiment la solution la plus puissante qu'il ait trouvée et en même temps la moins risquée. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, cette réponse, elle serait fonctionnelle quand finalement c'est du point de vue du système nerveux, puisque ça nous permet de nous sauver la vie. C'est un peu le pompier qui vient éteindre l'incendie ou en tout cas qui vient faire son maximum pour le contenir. Et elle est dysfonctionnelle puisqu'elle génère de la souffrance. Et quand on a des troubles alimentaires, a priori, on en souffre et cette réponse, elle nous semble pas adaptée en tant qu'être humain, alors que pour notre système nerveux, c'est une question de survie. Ouais. Et comme on parle justement du système nerveux, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se joue au niveau biologique quand un hypersensible mange pour se calmer, pour avoir un effet sédatif et puis, comme on le disait, finalement pour survivre? Oui, et je vais le faire de manière vraiment très simple, c'est-à-dire je vais même pas rentrer dans des en ce moment les approches polyvagales sont de plus en plus comment dire, répandues, et je trouve ça formidable. Donc je vais pas rentrer dans des termes techniques parce qu'en fait ils sont assez accessibles, mais ce que je voudrais dire, si je reste sur un terrain très très terre à terre, c'est que pour moi, donc c'est pas un problème de nourriture, mais un problème de temps et d'espace refuge. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a un système nerveux qui est dérégulé, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc soit en gros une machine qui surchauffe, soit une machine qui n'arrive plus à se lancer.
Donc ça correspond à différentes voies du système nerveux. Soit on est dans l'hyperactivation, soit on est dans plutôt du figement ou de l'effondrement. Soit on est dans une hyperactivation à la hausse, c'est-à-dire un système nerveux en hypervigilance, hyperstimulé qui n'arrive pas à refroidir. Et on peut aussi d'ailleurs être dans un figement à cet endroit-là, c'est-à-dire à la fois on est hyperactivé dans sa tête mais le corps ne peut pas bouger, ne peut rien faire. On peut aussi être à l'inverse, en survie, mais plutôt dans l'effondrement, j'arrive plus à sortir du lit, j'arrive même pas à prendre ma douche, c'est trop dur, plus rien n'a de sens. Et ça correspond à 2 voies différentes du système nerveux. Donc, je sais pas si ça avait sens que je mette les mots, mais dans un cas, on va être plutôt dans du sympathique, donc la mobilisation, et dans l'autre, on va être dans le parasympathique dorsal quand on est dans l'effondrement. Et donc, la réponse, là je parle, alors pour moi il y a 2 choses, il y a la crise et le contrôle, hein. La réponse crise ou grignotage ou glissement, je commence à manger puis ça s'arrête plus pendant des heures. Toutes ces modalités-là, ça va être plutôt, comme tu disais, le pompier qui éteint l'incendie. On va littéralement chercher à anesthésier, à refroidir la machine, mais aussi, en fait, pour certaines personnes, c'est le seul moment où elles prennent du temps pour elles. C'est le seul moment où elles peuvent ressentir quelque chose qui ressemble à du plaisir. Alors c'est du plaisir de soulagement, c'est pas du plaisir consenti, mais c'est le plaisir qu'on peut ressentir quand on gratte une piqûre qui démange, tu vois. Et oui, après on saigne et c'est horrible et tout, mais le soulagement, c'est cette sensation de se libérer de quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer et qui est insupportable à vivre. Et puis quand on est plutôt dans l'autre mode, donc on est plutôt dans l'effondrement, dans le «à quoi bon? Plus rien n'a de sens», dans le parasympathique dorsal, là, ça va être plutôt pour remplir, pour sentir ses contours, pour se sentir c'est des états dans lesquels on se sent plus. Donc on va, la nourriture va venir remettre du contour. Mais tout ça, évidemment, on se le dit pas dans sa tête, on le vit en automatique. Donc ça, c'est plutôt pour la partie compulsion. Et quelque part, compulsion, la crise, ça correspondrait plutôt à l'état du sympathique fuyant. Donc, on est dans la mobilisation d'énergie, mais on va activement échapper à ce qu'on vit, sachant que, comme je disais, on peut aussi avoir de la compulsion quand même dans l'effondrement, où là, on n'est pas du tout dans du fuyant, on est vraiment dans un mode où la machine est en veille, en quelque sorte. Alors, quand je parle de machine pour désigner le corps et le système nerveux, c'est un peu limite, mais c'est pour imager, hein. Et puis par contre, tout ce qui va être le comptage de calories, rester en dessous d'un certain poids, contrôler ce qu'on va manger, à quel moment. Et d'ailleurs, on parle ici d'alimentation, mais en fait, quand on contrôle son alimentation, on contrôle pas que l'alimentation, on contrôle aussi son emploi du temps, comment on travaille, à quelle heure je dois commencer, combien de temps. Donc, ça prend presque l'allure parfois de toc, hein. Et ben là, on va être plutôt dans la recherche de sécurité, de repères, et puis de sortir de l'impuissance et de se prouver qu'on est capable de tenir des routines, des engagements, même si parfois ces routines et ces engagements peuvent sembler complètement absurdes, mais il y a quelque chose, on a besoin de se rassurer sur, voilà, j'ai le pouvoir, je suis aux commandes. Je sais pas si ça répond, mais en tout cas, ça me semble important de voir les 2 aspects, tu vois, et la décharge et la reprise de contrôle ou de pouvoir, on va dire. Ouais, c'est une belle esquisse ou une cartographie de finalement tous les cas de figure qu'on peut affronter, sachant qu'on peut bien évidemment, en fonction de notre état d'être, au fil des jours, au fil des semaines, et bien finalement accéder à la nourriture dans tous ces états du système nerveux. Ouais. Et tu as parlé de quelque chose qui m'a intéressée. Tu as dit que la nourriture était un lieu refuge. Je ne sais plus si c'est lieu refuge ou endroit refuge que tu as utilisé comme terme. Oui. Eh bien, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu observes dans les moments où une personne peut plus gérer des sollicitations extérieures, des bruits, des stimulations, des émotions et se tourne vers la nourriture? J'aime beaucoup ce mot refuge, et puis peut-être à la fin on en parlera et je te dirai pourquoi aussi. Mais dans la plupart des cas, quand une personne se tourne vers la nourriture, donc sous forme de compulsion, de crise, dans la plupart des cas, quand c'est possible, elle le fait toute seule. Voilà. C'est un moment où on est enfin à l'abri des regards, où on n'a pas à prouver, on n'a pas à tenir, on n'a pas à porter un masque, on n'a pas à supporter la présence de l'autre. Parfois, quand c'est trop fort, il y a aussi bien sûr des personnes et ça m'est arrivé aussi, enfin, qui peuvent même pas s'empêcher de faire une crise, en public ou, des crises un peu cachées. Par exemple, un buffet, mais c'est terrible à vivre aussi, tu vois? Mais, des crises en public.
Mais dans la plupart des cas, ce qu'on veut quand on est dans un mode de compulsion, c'est être au calme, tranquille, seul, isolé. Et souvent, c'est pas que la nourriture, évidemment, mais c'est aussi tout ce qui va avec. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme mettre pause. Je laisse les problèmes, je laisse les responsabilités dehors, je m'offre une parenthèse. Ça peut être très difficile de l'admettre quand on le vit parce qu'il y a de la honte, on a l'impression que c'est impossible euh, d'admettre la partie, je dirais un peu plaisir quand même si c'est encore une fois un plaisir de soulagement, mais il y a quelque chose physiologiquement, c'est un shot, enfin c'est comme une injection de ah, enfin, tu vois? C'est pas juste la nourriture en elle-même, mais ça peut être aussi donc cette solitude, ça peut être aussi, par exemple, il y a des personnes quand elles font des crises, elles vont soigneusement choisir ce qu'elles vont, manger. C'est le seul moment où elles s'autorisent à manger ce qu'elles aiment, à dépenser de l'argent d'une manière qui va leur sembler un peu frivole. Je pense par exemple à des clientes qui m'ont dit: «Bah moi, par exemple, je vais, dans une super pâtisserie, j'achète 40 € de gâteau et je me fais ma crise et du coup, je m'en veux vachement». Bah oui, mais c'est le seul moment où tu t'autorises à faire quelque chose pour toi, à prendre du temps pour toi et c'est comme un moment où tout est centré sur soi, sur le corps, sur le cœur, sur les sensations. Évidemment avec cette honte qui fait que c'est pas un vrai Mmh. moment pour soi, mais c'est comme un repos forcé. Alors je sais pas si ça répond à ta question ou si tu avais envie d'aller vraiment sur le terrain, des neurotransmetteurs, du circuit de la récompense, mais je suis pas sûre. Non, non, j'aime beaucoup ta réponse et par contre, tu as dit, on reviendra peut-être sur le mot refuge et pourquoi j'aime autant ce mot refuge. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, je voulais pas en parler tout de suite, mais en fait, c'est vraiment le nom que j'ai donné à mon accompagnement. Ça s'appelle le refuge et Mmh. moi qui adore la montagne et a priori toi aussi, ça a Mmh. vraiment un sens. Enfin, c'est pas un mot que j'ai trouvé comme ça et voilà, c'est pas rien aussi qu'on emploie ce mot ici quand on parle de nourriture et pour moi, c'est ça le refuge. C'est l'endroit où je viens me replier, je me mets en boule, tout s'arrête, je sais pas ce qui se passe autour de moi. Mais voilà, je suis seule avec moi-même et je ne dois rien à personne. C'est pour ça, c'est pas que ce qu'on mange, tu vois? Et on oublie souvent tout ce qui va avec, tout ce qui est autour. Ouais, et ce que j'entends presque, c'est que c'est un lieu refuge où on est en sécurité, on est coupé du monde, on vient chercher un effet, sédatif qui est alors après, qui est empreint de culpabilité, de honte, mais en tout cas sur le moment, il y a comme tu le disais, comme tu l'as très bien décrit tout à l'heure, cet effet de soulagement. A priori, je suis seule, personne me regarde, c'est un moment pour moi, même si en réalité, je préférerais qu'il ait une autre couleur, puis pour qu'il ne génère pas de souffrance derrière. Mais à l'instant présent, à l'instant T, c'est ma seule possibilité aujourd'hui pour prendre du temps pour moi et pour soulager mon système nerveux. Oui. Tu as parlé tout à l'heure des pompiers, je me permets juste d'utiliser ton image parce que des fois les pompiers quand ils éteignent, des incendies, ils causent des dégâts parce que, il y a trop enfin ils causent des dégâts, c'est pas de leur faute, mais ils ça peut créer des dégâts non pas à cause de l'incendie, mais à cause, de l'eau. Mais il y a vraiment une temporalité différente, c'est-à-dire que j'avais écouté un par ex j'avais je suis pas capable de te citer du tout, je me souviens plus, mais j'avais suivi un colloque sur les troubles alimentaires et un des intervenants disait: «Avant d'être un problème, la compulsion, la crise et même l'addiction», parce que je travaille aussi avec des personnes qui ont d'autres addictions, «est une solution. Avant d'être un problème, c'est une solution. C'est un problème après quand on regarde que les retombées». Mais le système nerveux, il va jamais nous infliger, quoi que ce soit pour rien, pour nous punir ou parce qu'il est dysfonctionnel. C'est d'une grande Mmh. sagesse. Donc les pompiers, parfois, quand ils éteignent l'incendie, ils créent malgré eux d'autres types de dégâts, mais ils vont pas laisser cramer la maison. Et c'est là où, ce que tu disais, je reboucle avec le fait que l'accès à la nourriture, les pulsions, les compulsions, les grignotages qui tendent à ne jamais s'arrêter, eh bien, sont une solution qui peuvent être fonctionnelles sur le moment et qui peuvent être aidantes. Et j'en profite pour dire aussi, et je le dis très souvent, que l'alimentation émotionnelle peut être adaptative et peut être souhaitable si elle nous fait du bien et ça peut être quelque chose qui est aidant en fonction de la vie qu'on traverse, des moments de vie et des émotions qu'on peut traverser. Et justement, quand on est hypersensible, hautement sensible, eh bien la régulation émotionnelle, elle peut être très difficile. Alors tu l'as dit tout à l'heure, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, c'est comme si on cherchait un bouton off parce qu'on a l'impression qu'on ne
ne pourra jamais supporter l'intensité émotionnelle qui est en train d'arriver. C'est comme si cette émotion, inconsciemment, elle allait nous tuer. Et l'alimentation vient jouer un rôle sédatif, un rôle anesthésiant, vient complètement débrancher. Au regard de ta pratique, dirais-tu que les personnes qui sont hypersensibles ont une altération interoceptive, c'est-à-dire une difficulté à percevoir, identifier, interpréter correctement les signaux internes du corps, hein, c'est tout ce qu'on ressent, toutes nos émotions, c'est les nommer, c'est réussir à les extérioriser. Et le déficit interoceptif, c'est aussi ressentir la faim, la satiété, les tensions physiques. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais de ce point-là? Bah, je pense que c'est au cœur, c'est vraiment hyper central. C'est pas pour moi un sujet d'hypersensible. C'est-à-dire que encore une fois, j'ai l'audace de dire que j'en suis une preuve, mais j'en ai plein d'autres des preuves. On peut tout à fait être hautement sensible et avoir une perception fine de ses sensations, mais ça s'apprend. C'était pas du tout mon cas il y a plusieurs années. Donc c'est pas un sujet hautement sensible, c'est plutôt une question de dissociation, de mise à distance avec le corps, parfois de déréalisation, mais en tout cas c'est plutôt une question de traumatisme ça. Et d'avoir eu besoin de s'échapper de son corps ou de prendre de la distance parce que sentir était trop dangereux. Moi, je me permets d'apporter enfin, je sais pas si c'est une subtilité, mais en tout cas une précision, parce que c'est quelque chose que je martèle super souvent. Pour moi, parler des émotions, c'est déjà trop mental. C'est-à-dire que je parle vraiment de sensations. Et en tout cas, dans ma pratique, j'invite vraiment les personnes à se connecter aux sensations, aux sensations. Parce qu'en fait, dès qu'elles veulent être déjà dans l'émotion, elles sont déjà en train d'essayer de mettre des mots. Moi, j'ai trouvé dans mon parcours et en tout cas, c'est comme ça que, si tu veux, je travaille avec le type de personnes que j'accompagne. Hem, Ça met trop de filtres mentaux et cognitifs, d'aller tout de suite nommer l'émotion, alors que la personne, elle arrive même pas à savoir si elle sent quelque chose et si c'est juste. Parfois, les personnes, en fait, sentent, mais elles pensent qu'elles ont faux. Elles pensent qu'elles devraient pas sentir ça. Elles pensent que c'est pas ça, sentir. Donc du coup, on revient à du très, très simple, à du très basique, à du très concret. La sensation, bah, c'est, par exemple, je mets ma main sous l'eau froide, je sens l'eau froide sur la main, je sens le froid. Et ça, c'est bien avant de nommer l'émotion que ça peut me procurer. Et donc, évidemment que cette altération interoceptive, cette non-sensation du corps, elle est complètement centrale. Enfin, pour moi, tout est là. Et c'est éminemment lié à la sécurité ou à l'insécurité. Plus je me sens en insécurité chronique, et parfois on peut ne pas s'en rendre compte, hein, moins je vais avoir accès à mes sensations parce que les messages vont être brouillés. Je vais pas rentrer dans le détail, mais plus on est dérégulé et plus on est dans une sensation d'urgence, donc on n'a pas du tout accès à des signaux fins. Et moi, je dis souvent aux personnes avec lesquelles je travaille, bah oui, comment veux-tu sentir la satiété quand tu sens même pas que tu as besoin d'aller faire pipi à temps et que tu y vas quand on peut déjà plus. C'est pas une critique, tu vois, mais c'est pas. Évidemment, tu sens pas la satiété, évidemment, tu sens pas la faim, évidemment, puisqu'en fait, tu sens même pas le sommeil, tu sens même pas la fatigue pour l'instant. Donc c'est pas du tout mal d'être dans cet état, mais c'est important de le voir et de voir que c'est le résultat, là aussi, d'un système nerveux qui a eu besoin de mettre toute cette distance. Et donc là, il y a quelque chose où, voilà, il y a eu un danger, en fait, à écouter son corps, et donc c'est une relation à reconstruire. Vraiment une Mmh. relation avec le corps, une relation avec les sensations. Quelque part, apprivoiser les sensations et apprendre à se sentir tranquille dedans, ne plus en avoir peur, c'est un processus, hein, et donc forcément de moins en moins avoir besoin, par automatisme, de fuir dans des moyens de régulation qu'on n'a pas envie de vivre, comme Mmh. les crises, par exemple. Et on pourrait ajouter aussi l'apprentissage qui n'a pas été fait dans des sociétés où on va pas non plus Ouais. porter attention à ses sensations physiques, à ce qu'on ressent, et puis apprendre à nommer les émotions, et un processus qui est davantage cognitif. Et finalement, c'est ne pas réussir à nommer, c'est même pas nommer, c'est comme tu le disais, à ressentir, à savoir ce qui se passe dans le corps. Quand on va parler des émotions, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie. Et il y a 15 à 20% de la population qui en souffrirait. Donc, on ressent, on a tous des sensations, nous avons tous des émotions, tous les êtres humains sont logés à la même enseigne. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est difficile de connecter le câble. Et en fait, c'est un apprentissage qui est nécessaire, qui est souhaitable et qui peut tout à fait se faire dans le cadre d'une
thérapie, d'apprendre à qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où sont les sensations, telle sensation peut correspondre à telle émotion et après de développer son champ lexical pour la nommer, pour comprendre, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que mon filtre de la réalité a fait que je ressens ça, je pense ça et finalement quel est, mon besoin derrière et c'est tout un apprentissage, qui se fait, je crois tout au long de la vie. Mmh. Et quels sont, toi, les approches, les outils, les pratiques corporelles que tu trouves les plus efficaces pour aider justement cette typologie de personnes hypersensibles pour réguler leur système nerveux sans nécessairement passer par la nourriture? Donc on n'est pas dans va prendre un verre d'eau, va faire le tour du pâté de maison, hein. On n'est pas dans quelque chose de Ouais. je mets un pansement sur une plaie ouverte, mais quelles pourraient être les approches, les outils, les pratiques corporelles qui vraiment vont, permettre petit à petit de s'en sortir. Oui, alors vraiment effectivement, merci de préciser on n'est pas dans, éviter par des moyens, qui fonctionnent pas, de passer par la case crise parce que de toute façon, si le système nerveux en a besoin, la crise va se produire. Enfin, ça me semble important de voilà, c'est pour moi, c'est assez important de mettre en garde contre l'envie d'éviter la crise. C'est voilà, c'est pas ce que tu as dit, hein, mais c'est humain de vouloir trouver des manières d'éviter la crise. Ce qui fonctionne vraiment et ce que j'invite à regarder, en fait, pour moi, il y a du court terme et du moyen long terme. Sur le court terme, ça va être toutes les pratiques qui vont apporter de la sécurité dans le corps. Et là, aujourd'hui, il y a des outils très simples, très très simples, mais que je peux même faire là en te parlant et tu vas même pas voir que je suis en train de les faire pour me réguler. Des outils de régulation somatique. Et attention, je parle pas de méditation, je parle pas de journalisation, de relaxation, qui sont des approches que j'adore, que je pratique, que je propose, mais c'est pas des approches de régulation somatique, ce sont des approches plutôt cognitives. Donc là, j'invite à aller voir du côté, en fait, chercher approche de régulation somatique, c'est-à-dire centrée sur le corps et ça, ce sont des outils proposés en lien avec la théorie polyvagale, en lien avec le système nerveux. Il y a une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Linda Tai. Alors elle est anglophone, mais ses formations sont traduites en français et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle propose des trucs hyper simples, hyper concrets, hyper ancrés dans la vraie vie. Et moi, c'est mon obsession aussi, c'est vraiment comment je peux soulager la vraie vie maintenant. Donc toutes les approches qui apportent de la sécurité, vont agir sur ce terrain où je vais moins avoir besoin de me tourner vers la nourriture. J'ai envie de dire, même avant ça, mais c'est des trucs tout bêtes, mais si par exemple je sais que j'ai une haute sensibilité au bruit, je peux faire quelque chose pour ça. Moi, quand je vivais en région parisienne et que je prenais les transports, je mettais des boules qui parce que ça m'évitait de perdre des points d'énergie pour rien. Parce que je savais d'être agressée pour rien et du coup, j'arrivais, au travail et j'étais pas déjà complètement, dérégulée, parce que j'avais passé 1 heure dans la ligne 13, quoi. Donc ça peut être des choses comme ça, mettre des lunettes de soleil, mettre un parfum qu'on aime bien. Pardon, je suis un peu enrhumée. Je parle un peu du nez. Ça peut être, créer des tu vois, la régulation, en fait, du système nerveux, c'est aussi juste, apprendre à créer plus de temps de pause. Le problème, c'est que ça a l'air simple, mais pour quelqu'un qui est en mode survie, ça l'est pas du tout. Parce que on peut ne pas se rendre compte qu'on est dérégulé, on peut ne pas s'autoriser toutes ces choses. Donc, pour la partie court terme, c'est vraiment pratique de régulation somatique et j'ai aucun lien avec eux, mais par exemple, chez Quantum Ways, que tu connais peut-être, qui est vraiment l'institut francophone qui diffuse les travaux, les vrais travaux vraiment des plus grands chercheurs sur la théorie polyvagale, il y a plein de petites formations comme ça et moi, dans mes contenus aussi, je propose plein de pratiques somatiques, mais il y en a de plus en plus. Et je pense que même sur Instagram, il y a des comptes, On par peut en exemple, trouver. Camille Thomas, elle propose pas mal de pratiques. Camille Soustra également propose pas mal de pratiques, mais il y a des gens qui proposent des choses et c'est d'aller piocher et tester. Mais ça ne remplace pas la réparation du terrain. Et c'est là où on entre dans le moyen et long terme et pour moi, l'approche qui «fonctionne» entre guillemets, c'est l'approche par le lien. C'est une approche dans laquelle, peu importe la technique du thérapeute, qu'il soit, que ce soit un naturo, un diététicien, un médecin, un psychiatre, on s'en fout, peu importe, c'est d'avoir une relation qui présente des ingrédients qui vont créer de la sécurité et dans laquelle la personne va pouvoir exister comme elle est, va pouvoir petit à petit se délester de ses masques, va pouvoir sortir de la honte, va pouvoir se restaurer en tant que personne et vivre l'expérience de
il y a au moins une relation qui peut être fonctionnelle. Et juste cette expérience, elle va réparer beaucoup. Donc tu vois, pour moi, c'est important de voir cette double vitesse parce que si on se cantonne juste à des exercices somatiques, on va vite être limité, en fait. Oui et ça va soulager le quotidien, mais en réalité, ça va pas régler le problème, à sa racine. Exactement. C'est aidant, c'est un peu une béquille, c'est comme on Ouais. pourrait accéder on parle du système nerveux, il y a la phytothérapie aussi qui peut très bien fonctionner, il y a voilà, on a des béquilles qui peuvent fonctionner, parfois même des molécules chimiques et pourquoi pas, si on en Oui, a besoin à un instant T, ben allons-y. absolument. C'est Ouais. une béquille qui est aidante, mais qui ne nous soustrait pas à un travail qui va être plus profond et qui peut se faire aussi, comme tu le disais très justement, dans la relation thérapeutique. Bah oui. Enfin, en tout cas, oui, c'est comme ça que j'ai fait et j'ai statistiquement, j'ai envie de dire, il y a trop peu encore, je vois, en tout cas, c'est mon expérience, trop peu de personnes non thérapeutes autour de moi qui sont suffisamment régulées et suffisamment, conscientes d'elles-mêmes pour, pouvoir vivre cette relation, tu vois, avec ces ingrédients de sécurité en relation thérapeutique. Et Bien d'ailleurs, sûr. mais je pense qu'on en parlera après, même dans une relation thérapeutique, si les ingrédients sont pas là, ça peut voilà, Ça peut ne pas fonctionner. C'est ça une peut rencontre. voire pire, quoi, voilà. Bien Mmh. sûr, bien sûr. Et c'est le cas, hein. Je pense que toi comme moi, on voit des personnes parfois arriver dans nos pratiques, dans nos cabinets, qui ont été abîmées par une relation thérapeutique qui ne leur convenait pas. Comme tu disais, les ingrédients n'étaient pas nécessairement les bons. Ouais. Et justement, à l'inverse, là, je t'ai posé la question de quelles étaient, les approches que tu trouves les plus efficaces. Quelles sont les approches qui ne fonctionnent pas du tout? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas du tout? Les maladresses, les idées reçues que tu observes parfois chez les professionnels ou sur les réseaux sociaux que tu évoquais, qui veulent quand même à la base, qui ont pour volonté d'aider, mais renforcent sans le vouloir la honte ou la pression qu'on peut ressentir? Pour moi, il y aurait vraiment toutes les approches, alors très mentales, très analytiques, où on va chercher à définir, conceptualiser, analyser. Alors moi, j'ai souvent des personnes qui arrivent en me disant: «J'ai fait des années de psychanalyse et ça m'a fait beaucoup de bien». J'ai rien contre en soi, c'est juste que ça va pas forcément venir restaurer ce qui a besoin d'être restauré, sauf si il y a une relation de personne à personne avec cette horizontalité. C'est pour ça que je me permets de rétropédaler un tout petit peu et vraiment d'insister quand même sur un point, c'est que je vois souvent des personnes qui cherchent à trouver la bonne technique, la bonne approche. Si je vais voir un naturo, est-ce que c'est bien? Est-ce que l'hypnose ça marche? Qui a essayé le MDR et qui a c'est pas une question de technique, c'est une question de relation. C'est une question de se sentir en sécurité avec son thérapeute et en sécurité, ça veut pas dire, tout va bien, tout est rose. En sécurité, ça veut dire aussi qu'il y a une capacité à se dire des choses pas faciles, à entendre des vérités et un thérapeute qui est engagé. Ça, pour moi, c'est très important. Pas une surface de projection, pas quelqu'un qui ne se mouille pas, mais quelqu'un qui se mouille et ça, quelque part, n'importe quel thérapeute, quelles que soient ses techniques, peut être un thérapeute, je vais dire humaniste et centré sur la personne, tu vois? Complètement. Mmh. C'est pas qu'une histoire de qu'est-ce que je pratique, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu de ça presque. Et quand ça marche, en fait, pour moi, hein, c'est ce que je dis souvent, c'est pas la technique, c'est la relation qui a rendu la technique efficace. Mais bon, c'est juste mon opinion. Et je suis d'accord avec toi, j'abonde dans ton sens. J'ai récemment lu des chiffres qui étaient très parlants. C'est finalement 80% du travail thérapeutique qu'on va faire ne tient pas aux outils, aux ingrédients, mais à la relation thérapeutique, à la personne qu'on va rencontrer, à l'authenticité, à l'implication et à tout ce qui se rejoue en thérapie. Et finalement, que ce soit les outils de MDR, de FT, de naturopathie, ce qu'on veut, en réalité, ce que tu dis, c'est on s'en fiche. C'est le surplus, c'est le 20% qui fait que, mais ce qui va être central, c'est l'alliance thérapeutique et la personne qu'on a en face de nous. Et pour ça, il faut pas hésiter à changer. On peut rencontrer quelqu'un qui a de superbes compétences, connaissances, qui nous a été recommandé par quelqu'un qui a fait un super chemin avec cette personne et grand bien lui fasse. Mais peut-être que cette personne ne nous correspond pas, aussi compétente soit-elle. Et donc, n'hésitons pas à changer pour trouver quelqu'un
quelqu'un avec qui on va se sentir en sécurité, avec qui on va pouvoir faire vraiment un chemin qui va être impactant et qui va nous permettre d'avancer sur notre chemin. Tout à l'heure, tu parlais de la montagne et du refuge, et bien qui nous permet de sortir de notre refuge et d'aller faire une superbe randonnée. J'ai plein de décharges de frissons là depuis que tu dis tout ça. Ça me semble très très juste. Je pense vraiment que c'est super important. Et effectivement, les outils rassurent le mental. Les outils peuvent être importants, hein. Par exemple, les outils, mais bon, les outils de régulation somatique, j'allais dire, sont hyper puissants. En fait, c'est des choses qu'on fait déjà. C'est des choses, ça ne fait que reprendre des choses que les humains font déjà quand on les laisse faire. Soupirer, se balancer sur sa chaise, des trucs que les enfants font quand on les laisse faire pour se réguler, par exemple. Donc bref, je ferme la parenthèse, mais en fait, tout existe déjà et ça va être vraiment effectivement la qualité de présence, la qualité d'écoute et l'authenticité, la congruence du thérapeute aussi qui va jouer. Donc c'est pour ça que je parle de se mouiller. Et d'ailleurs, moi, j'ai l'impression que ma pratique s'est vraiment déployée, enfin que j'ai vraiment vu un tournant quand je me suis formée à la relation et je me suis pas formée avec des PowerPoint quand je me suis mouillée. Vraiment, je suis allée faire des groupes, je suis allée me frotter à la relation, ça a été dur. Voilà, tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça autour de la posture du thérapeute et de la posture aussi de la personne et de ce qu'elle recherche. Mais donc, du coup, tout ce qui va être vraiment très analytique, où ça va être très intéressant, on va avoir des discussions passionnantes, mais on va pas oser se dire les choses, on va pas oser être dans sa vulnérabilité. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui disait après 2 ans de thérapie, j'ai enfin osé aller dire à mon psy que je devais aller me servir un verre d'eau. Qu'est-ce que ça dit de la relation, tu vois? Et les gens autour disaient bah oui, mais je comprends, c'est ton psy. Moi, quand je vais chez le psy, je m'habille super bien. OK, qu'est-ce que ça dit de la relation? Enfin, vraiment, je le dis sans jugement, mais moi, je serais pas très heureuse que mes clientes n'osent pas aller chercher un verre d'eau. Enfin, en tout cas, on en discuterait longuement. Mais voilà, tout ce Mmh. qui est trop mental, qui se mouille pas assez, pour moi, ça peut pas marcher. Il faut plonger dedans, mettre les mains dans le cambouis, y compris du côté thérapeute. Ça, c'est dur. Et ça demande beaucoup d'énergie et d'investissement. Et moi, ce que je perçois dans ma pratique, et tu vois, du coup, je forme aussi des professionnels à tout ce Ouais. qui est lié à l'alimentation émotionnelle, c'est que finalement, il y a pas mal de thérapeutes qui n'osent pas, qui sont dans l'écoute, dans une reformulation stricto sensus. Et parce que aussi, ça demande beaucoup d'énergie. Et on en parlait avant de commencer cet épisode hors champ. Finalement, accompagner l'humain, que ce soit en groupe ou en individuel, nous demande en tant que thérapeute énormément d'énergie. Ouais, oui, oui et ça, bon, c'était pas le sujet de notre échange et je vais pas ouvrir mais Mmh. je voilà, effectivement, tu formes des professionnels et c'est tellement important de Mmh. travailler sur la relation, de travailler sur son écologie, surtout quand on Mmh. est un accompagnant hautement sensible, ce qui est très souvent le cas, en fait, Oui, voilà. C'est pas pour rien qu'on accompagne. bien sûr. Et juste pour finir sur ta question, donc voilà, je voulais dire tout ce qui est trop philosophique, trop abstrait, ça va venir satisfaire le mental, mais ça va pas venir faire avancer les choses sur le fond ou créer de la sécurité. Et puis ce qui est très important pour moi, c'est vraiment cette posture. C'est-à-dire que quand je parle d'approche humaniste et d'approche centrée sur la personne, on parle pas d'un symptôme, on parle pas d'un concept, on parle pas des TCA ou de l'hypersensibilité, on parle à une personne qui vit des choses et on s'occupe de l'expérience de cette personne, y compris dans la relation thérapeutique. Et du coup, tout ce qui va entretenir des relations dominant-dominé avec un expert et un patient qui vient, espère qu'on lui dise quoi faire, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que pour moi, tout l'enjeu, c'est de rendre à la personne son pouvoir créateur, qu'elle comprenne qu'en fait, elle est déjà libre. Alors attention, ça pique, c'est-à-dire, c'est pas si simple en fait, oui et non, mais qu'en fait, elle a en elle un potentiel de liberté et donc des responsabilités et donc une souveraineté et vraiment, je suis avec cette image de lui rendre une horizontalité. Moi, je dis souvent aux personnes, on est d'adulte à adulte. Je sais pas mieux que toi, je suis pas au-dessus de toi. Voilà, on est ensemble et on co-construit. Mais bon, c'est peut-être un peu abstrait comme terme, je sais pas, Je pense pas, parce que moi j'utilise exactement les mêmes termes que toi, tu vois, souvent au début de relation, qu'on est vraiment dans une approche d'égal à égal. Je ne suis pas le sachant. Oui, j'ai des connaissances, des compétences que la personne n'a pas et elle vient aussi me voir pour ces questions-là, mais je ne connais pas sa vie et finalement, qui mieux qu'elle peut exprimer ce qu'elle ressent et peut trouver aussi des clés de résolution. On va reprendre l'analogie de la montagne. Je suis en train de faire une randonnée, une ascension avec la personne que j'accompagne. On est à côté, on regarde
regarde le chemin ensemble, on voit quel est le chemin le plus le plus adapté pour notre passage, mais tout ça on le fait ensemble et nous ne savons pas à la place de la personne et ça c'est extrêmement important et c'est central dans la relation thérapeutique. Là, en fait, c'est aussi, c'est quelque chose peut-être qu'on oublie souvent, c'est que pour moi, le succès, alors je sais pas ce que c'est le succès, mais en tout cas, l'idée quand on va en thérapie, c'est qu'il se passe des choses, c'est que des choses bougent et c'est qu'a priori, on soit pas la même personne quand on commence que quand on est dedans, hein. Enfin, voilà. Ça veut dire pas qu'on change de personnalité, mais c'est d'aller faire bouger des choses, d'enlever des souffrances, d'enlever des angoisses, bref, de se rencontrer, d'accepter l'expérience humaine, bon, peu importe, mais on parle souvent des ingrédients du côté du thérapeute, et moi j'aime bien rappeler la responsabilité également du client. Et je me permets de rebondir sur l'image de justement merci de la montagne parce que et là on est un peu à la limite entre à qui on parle, peut-être aussi aux professionnels, je sais pas, mais moi j'ai beaucoup accompagné de personnes. Si je donne l'image d'être un accompagnateur en moyenne montagne ou un guide de haute montagne, j'ai accompagné des personnes dans les débuts de ma pratique qui étaient pas prêtes. Physiquement, en termes de responsabilité, si je devais donner des images, parce que c'est important aussi comment on entre dans la thérapie. Quand on accompagne des gens en haute montagne, c'est notre responsabilité de guide aussi de vérifier qu'elles ont les aptitudes physiques, qu'elles se sont entraînées, qu'elles savent où elles vont, qu'elles ont du matériel. Et du coup, le client aussi, quelque part, s'il arrive, tu vois, enfin moi j'ai un peu vu ça au début, mais bon, je suis passée par des choses assez compliquées hein, dans ma pratique, j'ai appris à la dure, mais si vous arrivez chez le thérapeute en disant bah voilà j'ai des TCA et qu'il y a quelque chose il n'y a pas cette envie de co-construction, il n'y a pas cet engagement, il n'y a pas cette prise de responsabilité, le thérapeute le plus incroyable du monde ne pourra rien pour vous et vous dira probablement je ne peux rien pour vous. Mais il y a vraiment cette idée de si je veux faire une randonnée, c'est pas le guide qui va me porter sur son dos en fait. Sinon c'est pas une randonnée. Donc je vais devoir regarder Marcher. où j'en suis, tu vois, préparer le terrain, m'entraîner, peut-être voilà, m'acheter Me du mettre en matériel, mouvement, bien me sûr. mettre en mouvement. Ouais. Et là, bah effectivement, le guide va pouvoir magnifier la suite et puis faire le pas juste devant. Mais la responsabilité de la personne est très importante aussi, vraiment. Ouais. Et c'est là où on parle de co-création, qui est Mmh. primordiale, effectivement. Parfois, on rentre en thérapie, c'est pas la bonne personne, mais c'est pas forcément non plus le bon moment pour nous parce qu'on n'est pas assez préparé, parce que tout ça va demander un effort. Tout ça va demander de l'investissement. Se sortir de nos marasmes, de nos souffrances demande de l'énergie. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir de l'énergie quand elle est déjà plombée, pompée, notamment par notre rapport à l'alimentation. Et c'est dur, et c'est bien normal, mais on peut y arriver. Et justement, on peut y arriver. Est-ce que tu pourrais nous partager, Macha, un exemple d'accompagnement qui t'a marqué, d'une personne qui se sentait hypersensible et qui a réussi à retrouver un rapport plus doux à l'alimentation? Et qu'est-ce qui, selon toi, a pu faire la bascule? J'adore cette question aussi. Je pense à 2 personnes, mais qui ont le même profil. Enfin, qui ont le même pro bien évidemment non, mais à certains égards. Et je vais donner leurs prénoms parce qu'elles ont fait des témoignages qui sont sur ma chaîne YouTube, La Boule de Vie. Je pense tout de suite à Julie et Christine et je vais te dire pourquoi. Il y a d'autres personnes, en fait, plein d'autres qui ont eu un parcours très intéressant et qui, se sont libérées de leurs troubles alimentaires. Mais je pense à ces 2 personnes parce que, toutes les 2, elles ont, au-delà de 50 ans, voire au-delà de 60 ans pour Julie. Et donc tout ça, elle en parle dans l'interview. Julie, elle avait pas forcément conscience de sa haute sensibilité, enfin, voilà, elle se trouvait hyper émotive, mais elle est venue avec la porte: «Bon, bah, c'est mon dernier recours pour, sortir de mes crises» et elle a passé des dizaines d'années de sa vie à faire des crises, quotidiennes. Elle a fait 12 groupes. Alors attention, c'est pas magique, elle a pas commencé sa vie thérapeutique à 60 ans, mais en fait, elle avait pas fait tant de choses que ça avant et elle a fait juste 12 groupes de 2 heures. Et quand on écoute son témoignage, en fait, son quotidien n'est plus du tout le même. C'est-à-dire, elle ne fait plus de crise. Et ça, pour moi, c'est presque pas si important. Le plus important, c'est elle vit, c'est qu'elle a des projets, c'est qu'elle sent qu'elle a un avenir. Et pourquoi ça me touche tellement? Parce que moi, j'avais l'impression quand j'avais 10 ans que j'étais déjà trop vieille et que ma vie était déjà foutue. Et à 20 ans aussi. Et voilà, à 25 ans aussi. Et j'adore ces exemples-là parce que c'est jamais trop tard, c'est possible
Par contre, évidemment, Julie, elle s'est vraiment donné les moyens. Par exemple, elle est québécoise, donc des fois, elle se levait à 5 heures du mat pour venir au groupe. Voilà, enfin, je dis pas qu'il faut faire ça, mais elle a aménagé concrètement son temps pour être là. Elle a été dans une grande humilité. Elle a été dans, voilà, cette curiosité vis-à-vis d'elle-même, tu vois, il y a eu vraiment quelque chose de je joue le jeu. Elle a joué le jeu de la relation. Elle est venue au groupe, elle s'est exposée, elle a expliqué aussi ses difficultés. Elle a dit des choses qui étaient pas confortables à dire, genre je comprends pas ce que je fous dans ces groupes. Et ça c'est magique parce qu'en général quand on ose dire ça, ça ouvre tellement de champs derrière. Alors on a échangé lors de l'interview, c'était il y a quelques mois. Je sais pas aujourd'hui, ce qu'elle vit, mais ce qui est sûr, c'est que ça va plus jamais être pareil pour elle et que je sais pas comment va continuer son rapport à l'alimentation, mais elle ne vivra plus jamais ce qu'elle a vécu pendant toutes ces années. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'alimentation émotionnelle qui peut rester. Moi, je dirais, elle peut même être consentie, elle peut même être choisie. Moi, des fois, je choisis. Je me dis, là, c'est bon, je vais m'acheter un pot de glace. Je veux juste qu'on me laisse manger ma glace tranquillement. Et il y a quelque chose qui est tellement facile et tranquille et consenti. Donc, peut-être que dans son rapport à l'alimentation, elle va avoir des choses à sécuriser, j'en sais rien. Mais en quelques mois, elle s'est vraiment libérée d'années de troubles alimentaires et surtout d'un regard tellement jugeant sur elle, tellement dur, où elle vivait pas. Mmh. Et ce que j'entends, c'est qu'il est jamais trop tard pour commencer à vivre. Et ce qui peut nous permettre de faire la bascule, reprend le point qu'on abordait tout à l'heure, c'est l'engagement personnel, la volonté qu'on a à s'en sortir. Et en fait, non, je rectifie ce que j'ai dit au niveau sémantique, parce que la volonté de s'en sortir, on peut l'avoir constamment. L'engagement, lui, n'est pas relatif à la volonté qu'on a de s'en sortir. Donc l'engagement va être prépondérant. Et je crois que ce que Macha, tu nous as rappelé depuis tout à l'heure, ce que tu nous as offert dans cet épisode, eh bien, c'est une lecture précieuse et sensible de ces liens qui sont subtils entre l'hypersensibilité et l'alimentation. Ce rappel que finalement, ressentir fort, c'est pas une tare, c'est un langage qu'on peut apprendre à décoder, à apprivoiser, à respecter. Parce que oui, parfois on mange pour se protéger, pour s'ancrer, pour se taire, pour s'anesthésier. Mais il est possible de créer d'autres refuges, d'apprendre à se réguler sans nécessairement se fuir, de réconcilier cette sensibilité vive avec une assiette qui peut être plus douce, plus consciente, plus alignée. Alors si cet épisode vous a parlé, si vous pensez qu'il peut faire écho à quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à le partager. C'est ainsi qu'on tisse des liens, qu'on fait circuler d'autres récits, d'autres possibles. Et Macha, un immense merci pour ta clarté, ta présence, ton humanité. Et pour celles et ceux qui auraient envie d'aller plus loin avec toi, où est-ce que je peux les rediriger ? Merci pour ta question. J'ai un site qui s'appelle bouledevie.com, donc au singulier, tout attaché, sur lequel on peut retrouver toutes les infos. Et j'ai un compte Instagram qui s'intitule Macha Zaba, donc je pense qu'on mettra probablement les Je liens. mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Voilà. Et un grand merci Macha et à très vite. Merci pour ton invitation, Julie. Merci. Et ne partez pas tout de suite. J'ai quelque chose d'important à vous demander. Si cet épisode vous a plu, notez-le ou suivez-le sur votre plateforme d'écoute. C'est rapide, c'est simple et moi, ça va m'aider à continuer de créer du contenu qui vous parle. Et n'oubliez pas de le partager à vos proches ou sur les réseaux sociaux pour le faire vivre. Merci d'avance pour votre contribution et à très vite dans En cas de tracas.